Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment devenir digital nomade, mais sous un format particulier d'entrepreneuriat qui est le fait d'être freelance digital nomade. Et on est avec Ambroise Debré qui est spécialisé justement là-dessus, qui accompagne les personnes à devenir digital nomade freelance. Et donc je vais poser 3 questions clés à Ambroise pour débroussailler un petit peu quelques questions qu'on peut se poser par rapport à cette transition. Ambroise, est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu avant qu'on entame les questions? Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'avoir invité pour me poser ces questions, Isis. Alors, pour me présenter, je vais commencer par le commencement. J'ai fait un cheminement assez classique, une école de commerce, etc. Et j'ai remarqué que je n'étais pas 100% accompli, qu'il me fallait plus, qu'il fallait que je crée des choses par moi-même. Et j'ai aussi découvert le monde des digital nomades en 2014, je pense. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour tester différents formats pour réussir à travailler et gagner ma vie à distance. Donc, j'ai essayé le e-commerce, monter une startup, faire plein de choses comme ça. Et il y a des projets qui ont très bien marché, mais je me suis rendu compte au final que le projet, enfin la manière de gagner ma vie en voyageant qui marchait le mieux et qui était sous mes yeux tout ce temps-là, c'était d'être freelance. Donc, d'offrir mes compétences, dans mon cas en marketing digital, à des entreprises pour gagner ma vie en voyageant. Et donc, depuis ce temps-là, depuis le début de l'année, en fait, 2019, j'aide ceux qui le souhaitent à devenir digital nomade freelance comme moi. Donc, tu viens d'expliquer justement un petit peu ce que c'est un freelance, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde avant qu'on commence les questions. Est-ce que tu peux bien expliquer la différence entre un freelance et les autres types d'indépendants ou entrepreneurs? Ouais, c'est une bonne distinction à faire pour que tout le monde comprenne bien. Donc, pour moi, un freelance, c'est quelqu'un qui va vendre ses compétences à des entreprises ou des individuels pour gagner sa vie. Donc, soit sous la forme d'heures, de banque d'heures, ou soit sous la forme de forfait qui se répète. Le reste des indépendants, les entrepreneurs, pour moi, c'est des personnes qui vont créer quelque chose qui les dépasse. Que ce soit un produit physique, un produit d'information, ou aussi créer un système qui emploie des personnes pour réaliser cette vision-là. Et quelque chose que je voudrais te mentionner aussi, c'est que pour moi, les deux sont vraiment très flexibles. Par exemple, moi, je suis freelance, mais je suis aussi entrepreneur. Et je suis aussi un peu employé en ce moment parce que je donne un cours à HEC. Donc, tout est vraiment flexible et cumulable comme on le veut. Justement, je pense que c'est ce que tu appelles les slashers. Exactement. Merci de le préciser. Donc, pour reformuler avec mes mots aussi, donc un freelance, c'est quelqu'un qui vend son temps, qui vend ses compétences, et c'est généralement plutôt à des entreprises. Et à côté de ça, on a un peu tous les autres entrepreneurs. Donc moi, par exemple, qui suis blogueuse, qui crée des formations, qui propose du coaching, qui crée des ateliers. Je ne suis pas freelance. Je serais freelance si par exemple, je proposais mes compétences en rédaction web pour une entreprise. Là, ce serait Mhm. de la prestation freelance. On va partir sur nos 3 questions. Est-ce que on va partir avec la question qui brûle le plus les lèvres d'après les emails qu'on m'a envoyés. C'est comment est-ce qu'on réussit à obtenir son premier contrat, son premier client quand on se lance en freelance, et d'autant plus quand on n'a pas forcément d'expérience dans le passé, que c'est une nouvelle compétence et donc on est sans expérience. Écoute, ouais, très bonne question, on me la pose très souvent aussi. Donc, dans ta question, on suppose que la personne, elle a déjà une compétence. Elle n'a pas d'expérience, mais elle a déjà une compétence, quelque chose qu'elle sait faire, dans laquelle elle s'est formée et normalement qui lui correspond. Je t'apprends avec le modèle de l'Ikigai, mais quelque chose qui est aligné avec elle et qui a un potentiel économique avec lequel elle va pouvoir faire de l'argent. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est de définir comment est-ce que cette personne-là va trouver des clients. Pour ça, il y a différentes manières de faire. La plus facile, pour commencer, selon moi, c'est d'utiliser son réseau. Tout le monde, peu importe si vous avez fait des études de commerce, tout le monde a un réseau d'amis, de famille, tout le monde vit quelque part où il y a des événements. L'idée, c'est d'aller demander déjà à son réseau, est-ce que quelqu'un a besoin de ses services. Donc, ça peut être assez friendly comme approche, juste demander des nouvelles de la personne. En général, en retour, la personne va demander des nouvelles aussi, si c'est une personne sympa.
Et on va pouvoir se dire, bah, tiens, justement, je me lance en tant que freelance copywriter ou dans les pubs Facebook, etc. Est-ce que tu as des besoins dans ce domaine-là? Est-ce que je peux t'aider à regarder quelque chose? Et voilà. En général, avec le réseau, on arrive à trouver comme ça les premiers clients. Parfois, on n'arrive pas à les trouver. Et un blocage qu'ont pas mal de personnes au début, c'est de prospecter, de démarcher des nouvelles personnes qui ne connaissent pas ou de nouvelles entreprises. Donc, une autre astuce que je propose aussi par rapport à ça, c'est si vous n'avez pas d'expérience, mettez-vous à la place d'entreprise. Il y a quelqu'un qui contacte l'entreprise, qui dit bah, je pourrais faire pour toi des pubs Facebook, du copywriting, etc. Mais elle n'a pas de preuves. Donc, ce qu'il faut réussir à construire au début, c'est un portfolio. Donc, il y en a qui vont l'avoir construit à travers leur projet personnel. Par exemple, si vous êtes rédacteur, peut-être que vous avez déjà un blog qui prouve que vous savez écrire, etc. Mais sinon, il faut construire son portfolio. Donc, on peut proposer une période de test en fait, du service qu'on veut offrir. Ça peut être juste une semaine ou quelques heures de test pour montrer que vraiment, on sait faire ce qu'on avance. Et en général, ensuite, ça finit par un contrat. Voilà une approche qui aide pas mal de monde au début. Et parce qu'une fois qu'on a un portfolio, on a une preuve de ce qu'on avance, on est crédible dans ce qu'on fait. Et en plus, bah, on a une preuve, mais comment dire, qui a été faite avec une vraie entreprise, qui a des vrais besoins, etc. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on a fait dans notre coin. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, complètement. Et je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut réaliser que les diplômes et les formations, ça fait pas tout et que le plus important finalement, c'est d'être capable de faire quelque chose. Et donc, ce que tu dis, c'est voilà, c'est comment est-ce qu'on montre qu'on est capable? Et ben, en faisant de premiers projets pour soi, ou en tout cas qu'on peut rendre visibles et qui vont montrer, qui vont apporter une preuve. Je rebondis dessus juste parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont très orientées. Il faut que je sois diplômée, il faut que j'ai une certification. En gros, la preuve, on va dire, universitaire. Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, on n'est pas obligé d'avoir ça. Alors oui, il faut avoir la compétence et se former, mais derrière, c'est surtout montrer qu'on est capable de le faire. Et je voulais juste te dire un autre petit point aussi. Quand tu as dit on commence par son réseau, ça me rappelle une amie à moi qui s'était lancée à un moment dans l'immobilier comme promoteur immobilier ou agent immobilier, je ne sais plus comment on appelle, et j'avais reçu un message de sa part sur Facebook me disant voilà, je me lance dans cette nouvelle activité, si jamais tu as des besoins ou tu connais quelqu'un qui a des besoins, dis-le moi. Et je pense qu'il y a des personnes parfois qui peuvent ne pas oser faire ça de peur de déranger. Mais en fait, quelque part, la personne qui le reçoit, le message peut être reconnaissante parce qu'on se dit ah au moins, le jour où j'en ai besoin, je sais à qui demander. Et donc, ça va moins être une montagne. Je ne vais pas avoir de temps à perdre à chercher quelqu'un sur Internet ou quoi. Donc je pense qu'on peut aussi se dire ça quand on envoie ces petits messages. Exact. Merci du coup, Ambroise, pour cette première réponse. Passons à la deuxième question. En voyant un peu plus loin, un peu plus moyen terme, comment est-ce qu'on fait en tant que freelance digital nomade pour créer un revenu qui est à la fois suffisant et stable? OK. Donc là, étape 2, on a son premier client, on veut voir la suite et s'assurer qu'on pourra faire ça à long terme. OK. Donc là, on a déjà parlé de la partie démarcher, enfin proposer à son réseau, lui dire ce qu'on fait comme service. Donc comme tu le dis, ça peut avoir des conséquences, des contrats qui vont arriver maintenant ou dans le futur quand notre réseau a besoin de nous. Et ben, c'est pareil en fait pour les autres types de prospection pour trouver des clients. Pour moi, les grandes idées, c'est que tu peux soit faire de la prospection, donc aller directement contacter des entreprises qui sont pertinentes pour offrir tes services. Donc, il faut avoir un service qui est bien défini entre ta cible, ton offre et ton positionnement. Donc, soit toi, tu vas contacter des entreprises sur LinkedIn, par email, etc. Soit tu vas aller trouver des contrats sur les plateformes freelance, donc Malt, Upwork, freelancer.com, etc. Ou soit c'est tes prospects qui vont te trouver parce que tu auras fait du contenu, parce que tu auras donné une présentation à l'oral, à un événement, etc. Et dans toutes ces manières-là, si tu remarques bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui les considèrent one shot. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu envoies 100 messages sur LinkedIn et tu attends. Et voilà.
Et après, quand ces gens-là, ils font ça en général, ils vont réussir à trouver un contrat. Ils se mettent à fond dans le contrat pendant 1 mois, 2 mois, peu importe la durée du contrat. Le contrat finit et là, ils sont merde, j'ai pas de client ensuite. Qu'est-ce que je fais? Et donc, l'idée, c'est de faire un mélange de toutes ces options dont je t'ai parlé, mais en continu. Ce n'est pas prospecter une journée complète et après plus rien faire. C'est envoyer peut-être 10, 15 messages LinkedIn par jour. Il y a des moyens de l'automatiser aussi. C'est pas aller juste une fois par mois sur Upwork, mais y aller tous les jours, toutes les semaines pour voir ce qu'il y a de nouveau. Peut-être activer certaines alertes et aussi créer du contenu en continu. Parce que même si on a trouvé une entreprise qui serait pertinente, qui aurait besoin de nos services, ce n'est pas forcément tout de suite. Peut-être qu'elle a déjà un employé qui fait ça, dont elle va se séparer. Peut-être qu'elle a déjà un autre freelance dont elle n'est pas très contente. Et en fait, si on arrive à être là régulièrement, peu importe par la prospection, on garde contact avec les personnes, etc., on crée du contenu, donc on prouve sa valeur, sa crédibilité, au final, de qui va se souvenir l'entreprise quand elle aura besoin de quelqu'un de compétent dans une expertise, c'est toi qui auras créé ton contenu, qui les aura contactés, etc. Donc, c'est vraiment un jeu long terme. Et l'idée, c'est éviter le yo-yo de la vie freelance que j'appelle, où tu trouves un contrat, tu le fais à fond, et après, il n'y a plus rien. Après, tu recommences. Donc là, l'idée, c'est d'être vraiment continu et consistant dans ce qu'on fait. Donc, en fait, tu as une forme de veille continue en fond. En parallèle, tu réponds aux demandes, tu fais tes projets, mais ça veut dire que quand il y en a un qui se termine, en fait, tout ce que tu as fait à côté en continu, ça va peut-être, t'amener quelque chose qui vient se coller juste après. C'est ça le système que tu veux dire? C'est ça l'idée, c'est aussi une gestion de ressources parce qu'on a des heures limitées dans une journée, dans une semaine. C'est arriver à prendre un peu d'avance là-dedans. Et ouais, même si ça veut dire ne pas facturer 100% de son temps. D'accord. Et ouais. Et est-ce que parce qu'en fait, en t'écoutant, donc moi, je pensais pas que c'était ça le conseil tu vois, pour créer un revenu stable, on va dire. Moi, on m'avait parlé un peu finalement d'essayer de rendre un client récurrent. Mais bon, une fois que tu as fait ton site internet, mais si tu es développeur ou graphiste, tu as fait le site internet. Donc, je me demandais comment est-ce que tu peux continuer à avoir ce client, sachant qu'on dit que c'est plus facile de refaire payer quelqu'un qui a déjà fait payer que de trouver un nouveau client. Donc, c'est quoi, toi, ta vision par rapport à ça? Il y a les deux. Il y a trouver des nouveaux clients et il y a, c'est sûr, garder les clients qu'on a déjà. Ça, c'est la meilleure manière d'avoir un revenu stable et d'avoir un forfait. Moi, j'ai des clients, ils me payent 500 $ par mois pour faire telle chose. Je sais que c'est cadré, c'est un bloc de tant d'heures, c'est pour faire telle chose. Pour l'exemple que tu donnes du site web, on peut se dire que oui, on m'a demandé de faire un site web, j'ai fait le site web, après, c'est fini. Moi, j'en connais des gens qui font ça en freelance et ils font le site web, mais après, ils vendent un service de sécurité, de maintenance, de backup. Peut-être qu'après, ils peuvent vendre aussi eux-mêmes des services de marketing, donc de SEO, etc. Ou peut-être qu'ils peuvent trouver d'autres freelances avec qui ils s'associent pour échanger des services. Par exemple, quelqu'un qui fait un site web, peut-être qu'il va me contacter après un freelance pour que moi, je m'occupe du marketing, il va me référer. Et ensuite, on peut avoir un genre de partenariat comme ça à long terme aussi, où on s'échange des contrats. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de freelance qui commencent un peu chacun de leur côté. Parfois, il y en a qui vont s'associer en agence pour avoir un service plus complet pour leurs clients et aussi plus long terme. Ok. Ok. Mais en tout cas, je ne sais pas pour les personnes qui regardent, mais je trouve que tes réponses à ces deux premières questions, elles sont assez rassurantes quand on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour devenir freelance et pour obtenir ses clients, obtenir de l'argent, qui est quand même un point assez clé quand on se lance et qui fait assez peur. Et je trouve que par tes réponses, on se dit, ah bah finalement, ça a l'air quand même accessible. Finalement, c'est assez terre à terre comme raisonnement. Et donc, il faut y aller, il faut essayer et essayer de construire ça. Donc, Ouais, j'espère peut-être si. que tu dis la même chose. Ouais, puis on parle aussi dans un contexte digital nomade. Moi, la chose que je ne veux pas qu'il arrive aux personnes qui deviennent digital nomades, c'est de se dire bah, ok, j'ai quitté mon boulot, j'ai trouvé un contrat, je pars. Le contrat se finit et après, plus rien, il faut rentrer à la maison. Ça, c'est absolument ce que je veux éviter. Et ta question, c'était comment créer un revenu stable et récurrent. La première étape, si vous avez déjà un emploi ou peu importe une activité qui va apporter de l'argent, c'est de commencer le freelance. On peut le commencer petit à petit. Ce n'est pas obligé de passer de 0 à 100%. On peut travailler 5 heures par semaine, le soir, les week-ends, etc. Et quand vous voyez que vous avez vraiment des demandes, que l'activité a pris, que vous avez trouvé où est-ce qu'étaient vos clients, comment les convaincre, etc.
là, oui, on peut faire le switch. Mais l'idée, ce n'est pas de dire du jour au lendemain, je quitte mon boulot, je vais me débrouiller plus tard quand je serai en voyage. Ce n'est pas une bonne façon de faire. C'est en fait quelque part cette question, elle existe aussi pour les personnes qui ne comptent pas voyager puisqu'elles ont un loyer à payer, etc. Mais j'imagine que toi, ce que tu soulignes, c'est le fait que quand on part en voyage, il y a une forme d'instabilité, il y a des dépenses en plus comme les billets d'avion. On n'est pas dans un contexte qu'on connaît, donc il y a peut-être encore plus besoin de travailler cette sécurité financière à côté pour ne pas être complètement déstabilisé et perdu. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? C'est ça. C'est toujours plus facile de trouver des contrats sur place qu'à distance. Sur place, tu peux aller à des réseautages dans ton domaine ou des domaines connexes. Le courant passe toujours beaucoup mieux en personne. On est des humains après tout. Et pour avoir confiance en quelqu'un, il faut l'avoir. C'est sûr que le mieux, c'est en personne. Ensuite, en appel vidéo, comme on est aujourd'hui, on se voit, on s'entend, etc. Et après, on arrive au message où là, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Donc, le mieux, c'est d'être en personne. Et justement, je conseille à ceux qui sont freelance digital nomades d'aller voir leurs clients, même s'ils ne sont pas au même endroit qu'eux. Ça peut aussi être une occasion d'aller faire un voyage quelque part intéressant. Si on a des clients à distance, moi, j'ai des clients, par exemple, à Toronto, en France. Quand je suis dans le coin ou autre, je vais les voir. Ok. On va passer à notre troisième et dernière question. Donc là, on a un peu l'aspect nomade. C'est comment aménager son espace de travail et ses horaires quand on se déplace. Ok. Donc, espace de travail. Déjà, on va commencer avec ça. J'avais fait une vidéo là-dessus. Pour moi, il y a trois principales options pour travailler en voyageant et être productif. On peut travailler dans les bus, dans les trains, etc. Mais ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Première chose, il y a les cafés. Donc, moi, je travaille souvent dans des cafés. Ensuite, il y a tout ce qui va être coworking. Là, je suis dans un coworking aujourd'hui pour avoir un espace de travail plus pro. On a les bonnes choses qu'il nous faut pour être productif, du calme, un bon Internet, etc., etc. Et troisième chose, travailler de chez soi, ou du Airbnb ou de l'hôtel où on est. Dans tous les cas, moi, j'utilise un genre de setup, quelques accessoires qui me permettent d'être bien installé et bien productif. Donc, je vais montrer ici, j'ai un stand à ordinateur que je déplie comme ça, qui me permet d'être bien productif partout, un clavier, des écouteurs aussi qui coupent le bruit, etc. Donc, l'environnement, c'est super, super important. Donc, je pense que ça répond à une des parties de tes questions, l'espace de travail. Après, pour les horaires, il s'agit de vous connaître, de voir aussi les besoins de vos clients freelance. Est-ce que vous pouvez faire un travail asynchrone? Vous n'avez pas besoin forcément de vous parler en personne tout le temps? Ou est-ce qu'il faut absolument que vous soyez au téléphone avec vos clients tous les jours, etc. Ça va dépendre aussi du fuseau horaire où vous êtes. Si vos clients sont au Canada et que vous êtes en Asie, vous allez avoir 12 heures de décalage. Ça va être un peu plus compliqué. Donc, il faut aménager ça aussi. Et le gros avantage aussi, c'est qu'en tant que freelance, on est flexible. Donc, on peut travailler un petit peu aux horaires qu'on veut. Par exemple, je ne sais pas toi, Izzy, si tu es plutôt du matin ou du soir, mais moi, je sais que le matin, je suis plus productif. Donc, je vais plutôt avoir tendance à me lever tôt, faire ma journée de travail et ensuite aller faire ce que j'ai à faire. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver une certaine routine en voyage, de se connaître, savoir que, par exemple, je sais que moi, en 5 heures à fond de productivité, je peux faire autant de travail qu'en 9 heures si j'ai trop poussé, etc. Donc, c'est se connaître, savoir de quoi on a envie comme horaire, voir aussi ses contraintes au niveau de ses contrats et de ce qu'on fait. Et après, c'est aussi, il n'y a pas de réponse juste, il n'y a pas de réponse non plus finale pour tout le monde. Ça évolue aussi en fonction de l'endroit où on est, de qui on est, de comment on travaille, etc. etc. Il y avait une sous-partie dans cette question qui m'a été posée par mail, c'est le côté comment on organise sa journée quand on est en famille. Finalement, la famille, c'est une des contraintes, entre guillemets, comme les appels clients sont une forme de contrainte. Et donc, je pense que, enfin, moi, je trouve que globalement, l'idée là-dedans, c'est qu'il faut toujours être au clair sur ce qu'on a à faire parce que quand tu es en déplacement ou quand tu as des contraintes comme ça ou d'autres personnes qui entrent en jeu, tu peux facilement perdre du temps. Et du coup, il faut, si tu es au clair sur tes objectifs, tu sais et que tu sais combien de temps il te faut pour chaque objectif, tu te dis, OK, j'ai 3 objectifs majeurs aujourd'hui, chacun va me prendre 1 heure. Ça veut dire qu'il faut au moins
dans ma journée que je puisse travailler de façon productive pendant 3 heures, parfois pas forcément d'affilée. Donc, ça veut dire que si le matin, j'ai un rendez-vous chez le médecin, à midi, je vais chercher mes enfants et que l'après-midi, j'ai un appel client, ça veut dire qu'il faut quand même qu'au milieu, je trouve 3 heures pour accomplir mes objectifs. Donc, moi, j'aurais rajouté un peu aussi cette Ouais, exact. clarté. Et exact. Puis il y a aussi la question de quand toi, tu es nomade, mais que tu voyages avec d'autres personnes qui ne sont pas nomades, qui sont là pour visiter, etc. Donc là, il faut aussi s'arranger. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais été à Lisbonne avec des amis. Et moi, je continuais à travailler à distance sur différents projets. Et donc, mes amis, ils étaient plus, on avait 5 jours à Lisbonne, je pense qu'ils étaient plus en mode on va visiter Lisbonne, etc. Donc, moi, je m'étais aménagé, j'avais un peu un service minimum sur mes projets. Mais ce que je faisais, c'est que je me réveillais un peu avant eux le matin. Je travaillais pendant qu'eux se réveillaient, pendant qu'eux se préparaient, etc. Ensuite, j'allais faire les visites avec eux. Et quand on rentrait en fin de journée, c'est pareil, il y a toujours un peu un moment calme, un moment mort. Moi, j'allais dans un café où je me remettais à travailler sur ce que je voulais avant de partir au restaurant ou peu importe. L'idée, c'est d'arriver à aménager aussi son horaire en fonction de ça. C'est sûr que c'est plus fatigant. C'est aussi, moi, quand j'ai commencé à travailler et voyager, je voulais visiter comme si j'étais un touriste et en plus travailler. Je l'ai fait pendant quelques mois, mais à la fin, j'étais crevé. Et j'ai compris l'intérêt de ce qu'on appelle le slow travel. Passer quelques semaines, voire quelques mois en endroit, s'installer, travailler tranquillement, visiter les midis, les soirs, les week-ends et faire ça tranquillement. Ouais. Plutôt vouloir faire deux choses en un. Puis en plus, si on veut bouger souvent, il y a la partie on doit travailler, il y a la partie tourisme, mais il y a aussi la partie tu dois trouver où est-ce que tu vas, comment tu vas, où est-ce que tu dors, ce que tu fais. Donc, c'est aussi un travail de recherche qui est bien fatigant au final. Et qui prend du temps aussi. Ouais. Ouais. Moi, c'est comme toi, en 2018, là, quand j'ai voyagé un mois dans chaque pays pendant 8 mois, je suis rentrée en France très fatiguée, vraiment épuisée. J'arrivais plus à profiter, en fait. Même mon dernier mois en Colombie, je sentais que j'arrivais pas à profiter parce que j'étais fatiguée d'avoir trop voyagé et d'être entourée d'un groupe de digital nomades qui avait moins l'enjeu de construire le modèle économique parce qu'il était déjà construit et qui du coup faisait plein de soirées, plein de week-ends. Et donc ça demande une volonté très forte de dire non, potentiellement de dire non, moi je reste là travailler, je viens pas faire ce resto avec vous parce qu'il faut vraiment que j'avance. Parfois on est obligé, ça demande de la volonté et la volonté ça prend de l'énergie. Donc c'est vraiment important à prendre en compte. Et tu l'as montré avec ton exemple à Lisbonne, tu as montré ton organisation. C'est un truc, si tu l'anticipes pas, les 5 jours, ils vont te passer sous le nez et tu te diras tous les jours, mince, j'ai pas assez avancé. Alors que toi, du coup, visiblement, j'imagine que tu l'avais un peu anticipé avant, tu t'étais dit, je bosserai 2 heures avant, 2 heures en fin de journée. Et comme ça, dès que tu es arrivé, tu savais que tu devais faire ça et tu l'as mis en place. Je pense que anticiper ça, c'est dans ce genre de contexte, par exemple, c'est important. Exact, ouais. C'est ça, c'est trouver un peu sa routine et l'adapter au voyage, peu importe si on a moins de temps pour travailler. Il y a pas de secret, je pense on n'est jamais autant productif que quand on est bien installé quelque part. Et c'est vrai. Enfin, moi, je l'ai expérimenté moi-même de différentes façons, mais tu vois, là, j'ai un coworking, j'ai mon bureau, je suis bien installé. Super. Le mois prochain, je pars en voyage. Ben là, je vais prendre ma routine un peu de voyage adaptée et je vais aussi m'arranger pour que ça fonctionne. C'est une question d'organisation aussi, c'est sûr. Ouais. Ok, donc merci pour tes réponses aux 3 questions. Et donc, comme je le disais au début, toi, tu accompagnes les personnes qui veulent devenir freelance digital nomade et tu as créé une formation qui s'appelle Freemote. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est son format, un peu les points clés de comment tu aides les personnes à devenir freelance digital nomade et comment on peut s'inscrire? Parfait, ouais. Donc, Freemode, c'est un accompagnement de 12 semaines, donc 3 mois, où on passe par toutes les étapes qu'il faut pour devenir freelance digital nomade. Donc, peu importe si tu as déjà une compétence ou un métier que tu connais déjà, on repart de la base pour voir si ça te correspond vraiment à ta personnalité et ce qu'il y a vraiment un bon potentiel économique. Ensuite, on construit vraiment ton offre. On construit aussi ta marque personnelle et on passe par toutes les étapes de vente, de persuasion, etc. jusqu'à ce que tu arrives à avoir une activité qui est justement, comme on disait, stable, rentable et nomade.
Donc, il y a aussi toute la partie dont on a parlé un petit peu de travailler en étant productif, en voyageant. Et donc, c'est un accompagnement à la fois sous forme de coaching qui ont lieu toutes les 2 semaines en groupe. Il y a aussi 12 modules vidéo d'à peu près 1 heure où on parle de justement ces différentes étapes. Et le feedback que j'ai des participants, c'est justement que c'est des participants qui suivaient plusieurs formations. Et c'est la seule formation qu'ils ont finie parce que justement, il y avait cette dynamique d'équipe, de groupe, où on allait étape par étape, tous ensemble. On se soutient, on se donne du feedback. Quand il y en a un qui fait son logo, son site, une proposition de vente, on échange, on se soutient. Et donc, c'est aussi une communauté de nomades freelance. Donc, pour rejoindre, là, la formation est ouverte jusqu'au 20 janvier à minuit, heure de Montréal. Je mets le lien sous la vidéo. Juste, tu as dit 12 modules vidéo, 1 heure. C'est 1 heure en tout ou 1 heure par module? 1 heure par module. D'accord, ok. On va vraiment profondément dans chaque aspect. Il y a aussi bien de l'organisation que de la vente, que du marketing en ligne aussi. Donc, beaucoup de choses dans une formation. Ok. Et juste aussi au début, tu disais, au début de ta formation, il y a cette partie où vous vérifiez que l'activité choisie est la bonne. Qu'est-ce qui se passe si à la fin de ce module, on se dit non, en fait, ça ne me convient pas? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui arrivent dans la formation et qui n'ont pas encore décidé ce qu'ils voulaient faire. Par exemple, c'était le cas d'une cliente qui avait fait une école de commerce en finance et qui finalement ne voulait plus faire ça. Donc là, on repart de la base, on regarde notamment à travers le modèle d'Ikigai que tu utilises aussi vraiment comment se positionner. J'ai aussi créé une liste de métiers nomades qui ne sont pas juste une liste de 100 métiers nomades, mais des métiers nomades dont je connais des freelances qui le font, des freelances francophones qui le font. Et donc là, je peux fournir aussi les contacts de ces freelances si les gens veulent échanger et valider ça. Je propose aussi un exercice où on va contacter des freelances dans le domaine qu'on voudrait faire pour valider que c'est bien la bonne chose. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a plein de personnes qui suivent Freemote, donc qui est sur vraiment devenir freelance, la partie positionnement, vente, personal branding, et qui suivent aussi en parallèle une formation sur comment acquérir une compétence qu'ils veulent. Par exemple, j'en ai qui suivaient en même temps des formations sur comment être photographe et vidéographe nomade. Tu vois. Il y en a qui suivent une formation sur le marketing digital plus remote. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a la partie compétences et il y a la partie aussi vraiment vente, trouver des clients et créer son activité stable et rentable. Oui, parce que toi, tu ne vas pas expliquer comment devenir développeur web. Il faut que la personne, elle ait une formation métier à côté pour acquérir les compétences. Et toi, tu es là pour montrer le chemin, comment on vend, comment on construit son système, comment on met en place l'activité finalement. C'est ça. Et particulièrement dans un contexte nomade, de voyage. Ouais, exact. Super. Ben, merci beaucoup Ambroise pour avoir éclairé ceux qui veulent devenir freelance digital nomade sur ces questions de trouver des clients, de créer un revenu et d'aménager ses horaires et son espace de travail. Et donc, je redis que je mettrai le lien pour s'inscrire à ta formation sous la vidéo et que donc le dernier jour pour s'inscrire est le 20 janvier à minuit, heure de Montréal. Je mettrai, ça correspond en heure de Paris après parce que je ne sais pas le calculer de tête. 6 heures du matin. 6 heures du matin, le 20. Le 21 du coup. Le 21, voilà. 6 heures du matin, le 21. Ok, bon, on mettra ça. Ça marche. Merci beaucoup Isis de m'avoir invité. Et ça paraît un petit peu flou de l'extérieur, mais c'est possible. Et moi, je l'ai fait, mes clients l'ont fait, de devenir freelance digital nomade. Isis l'a fait aussi, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Exact. J'y répondrai avec plaisir.